Merci de vous inscrire de plus en plus nombreux dans ce groupe. Deviens leader de ta classe, ça m'enchante vraiment. Ça me booste, ça me permet de vous offrir encore plus de posts, de commentaires, de sujets qui me tiennent à cœur et qui, je l'espère, vous aident au quotidien et vous permettent bien, de pouvoir être serein dans vos classes et de pouvoir trouver la paix intérieure. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver cette paix intérieure? Eh bien, il ne faut pas la rechercher, parce que si je recherche la paix, je suis dans le manque. Si je suis dans le manque, mon cerveau va tout faire pour que je comble ce manque et non pas que je vive pleinement ce que je suis. Et donc, pour faire ça, comment expliquer clairement les choses, parce que là, je m'emballe un peu. Donc, pour être dans la paix, je dois l'être à l'intérieur de moi. Et quand je suis en paix, à ce moment-là, je peux répondre à l'environnement calmement. Donc, si quelqu'un m'énerve, si quelqu'un outrepasse le respect qu'il a envers moi, j'ai plusieurs manières de réagir. Soit je m'emporte, soit je me frustre, soit je m'enfuis, ou j'ai une nouvelle solution qui est je reste calme. Je reste calme face à des situations parce que cette personne qui m'agresse, ce n'est pas moi. Est-ce que ma vie est en danger quand il m'agresse? C'est verbal, donc je dirais non. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour agir sur cette peur qui m'est proposée à l'instant? Eh bien, c'est la sérénité qui va me permettre d'apporter une autre réponse que celle que j'apporte habituellement. Alors, pour ce faire, eh bien, moi, j'ai besoin de connaître justement vos besoins. J'en ai déjà eu pas mal par commentaire, par Messenger, qui sont que vous avez des difficultés avec certains enfants, parce que nous avons actuellement des enfants mutants. Ces enfants ne répondent pas toujours à ce que nous attendons d'eux. Ils ont un petit peu changé. Et je dirais, par rapport à nous, par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que l'on connaît, c'est pas plus mal. Parce que si nous voulons évoluer, si nous voulons faire en sorte que nos élèves puissent progresser, apprendre, et que tout ça se passe dans un climat serein, confiant et cohérent, eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais je dois fournir un effort parce que ce que j'ai connu n'existe plus. Ce que j'ai connu était ma zone de confort. Et si je veux retrouver ce que j'ai connu, je vais devoir me battre contre cet environnement qui ne me correspond pas du tout. Je vais devoir sévir, punir, enfin, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un moyen que je vous explique. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je vais vouloir quelque chose, un manque, que je n'ai pas, et donc je vais aller au combat pour obtenir son manque. Et quand un enfant va faire du bruit, quand un enfant ne va pas écouter mes consignes, quand un enfant va dépasser mes limites, et bien à ce moment-là, je risque de péter un câble et de rentrer dans le conflit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr, c'est moi l'adulte, donc je vais gagner, mais je vais devoir oppresser cet enfant. Je vais devoir le mettre dans une telle pression qu'il ne pourra normalement que m'écouter, m'obéir. Et l'obéissance, c'est bien, mais j'en suis revenu. En dessous, si j'obéis, eh bien alors c'est parce que je suis soumis. Si je suis soumis, je ne peux pas être pleinement moi-même. Je ne peux pas, quand je suis soumis, être épanoui et avoir envie de travailler correctement en classe. Je n'ai pas envie de produire pour moi un travail qui me correspond, un travail où je suis de bonne humeur, un travail où je me sens respecté, un travail où je me sens épanoui. Donc, si moi, en tant que prof, je mets la pression sur l'élève parce que je veux avoir raison, je veux avoir le dernier mot, parce que sinon, je me sens incapable de pouvoir donner cours correctement, ou une autre raison, peu importe, c'est pas ça le plus important, c'est que si je suis dans cette mouture émotionnelle désagréable, je ne dirais pas négative, mais je dirais désagréable, je ne peux pas être pleinement présent ici et maintenant avec mes élèves. Si je ne peux pas être présent ici et maintenant, ben je donne cours, mais sans être là. Donc c'est creux, ça n'a pas de consistance et ça n'est pas interchangeable. Il n'y a pas de coopération. Mais ça, j'y reviendrai plus tard au niveau de la coopération. Donc ça, c'est, si vous voulez, quand un enfant réagit et ne fait pas ce que je voudrais. Il y a aussi d'autres choses qui sont, ben oui, le travail chronophage au niveau du travail administratif, de tout ce qu'on nous demande de plus en plus par rapport à qui nous sommes en tant que prof instit ou prématernel, préscolaire, pardon. Donc, oui, j'ai de plus en plus administratif et oui, ça me bouffe, ça me prend énormément de temps. Le problème, c'est si je suis focalisé
sur cette énergie à dépenser. Je ne suis de nouveau pas ici et maintenant. Donc je suis déjà dans la projection, dans la supposition d'une chose qui va me déranger et qui, ici maintenant, me bouffe tout mon temps, me bouffe mon énergie et m'empêche encore une fois d'être épanoui. Donc ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que si vous mettez vos pensées sur quelque chose qui est désagréable, vous allez focaliser dessus et vous ne pourrez pas vous épanouir. Et à force de répéter ces schémas et ces pensées, ben vous ne pourrez malheureusement pas vous épanouir, mais ça va vous épuiser, ça va vous amener à avoir de moins en moins de sens dans ce que vous, à vous donner de moins en moins de sens dans ce que vous faites et faire en sorte que vous soyez démotivé, que vous ayez envie d'arrêter ou bien que vous fassiez vraiment n'importe quoi. Et la différence entre lâcher prise et s'en foutre est importante parce que le lâcher prise, c'est quoi? C'est accepter ce qui est. Accepter ce qui est en étant serein avec soi-même et en acceptant que ce qui me dérange, c'est peut-être moi, parce que j'ai des défauts, c'est peut-être l'autre, mais l'autre est dans sa meilleure version, donc je ne peux rien changer à ça. Mais j'accepte cette situation, et parce que j'accepte cette situation, je peux y apporter une solution. Si je n'accepte pas cette situation, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais me confronter à elle, je vais m'énerver par rapport à cette situation que je ne parviens pas à changer et que je veux au forceps arriver à mon résultat. Donc je vais surjouer, je vais m'énerver, je vais mettre de la pression. Et en faisant ça, oui, je vais gagner. Oui. Mais je ne suis pas cohérent avec moi-même, j'ai des sentiments à l'intérieur désagréables, et donc je ne vais pas pouvoir m'épanouir et amener cet élève à travailler comme je le souhaite, c'est-à-dire dans le calme, dans la sérénité. Alors, ok, au départ, il n'est pas apte à le faire, mais on reviendra un petit peu plus tard et je vous explique comment on peut y arriver et comment je fais. Alors, il y a également le côté énergivore. Donc, notre tâche, comme je vous dis, les gosses sont fatigants, on a de plus en plus de tâches administratives, mais le temps que ça nous prend, les réunions de parents, la hiérarchie, les collègues, les autres classes, on a tellement sous pression que ça nous bouffe énormément d'énergie parce que on veut combler un tas de choses en même temps, et si on n'est pas organisé, et je vous expliquerai après ce que je veux dire par là, eh bien, on s'éparpille, on va partout, on va dans tous les sens, et on n'a pas un but bien précis, un objectif bien précis, qui est déjà la plénitude à l'intérieur de soi, qui va nous permettre, en étant calme, de pouvoir scanner tout ce qui est autour de nous avec détachement, en voyant où est l'important, en comprenant où est mon intérêt, celui des enfants. La première chose à faire, quand je dis où est mon intérêt, c'est de m'aimer moi-même dans la situation où je suis. Si je parviens à m'aimer moi-même, eh bien alors je peux être disponible pour les autres. Parce que si je le fais pour les autres en étant en désaccord avec qui je suis, ça ne va pas marcher. Je vais m'épuiser. Donc j'ai intérêt à être conscient de l'amour que je me porte pour pouvoir venir en aide aux autres. Parce que si je joue les sauveurs, si je joue les bourreaux, si je joue les victimes, c'est un triangle, ça s'appelle le triangle Karman, et si je suis dans ce genre de posture, ça peut pas aller, je vais m'épuiser, je vais exagérer dans une des trois situations, et je peux aussi, dans ce triangle, être des fois le sauveur, être des fois le bourreau, ou être des fois la victime, et donc je joue là-dedans, et le but c'est soit de me soumettre, soit d'avoir raison. Et avoir raison, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être en paix. Et pour être en paix, on ne cherche pas à avoir raison, parce qu'avoir raison, c'est forcer. Si je force, oui, j'obtiendrai gain de cause, oui, mais à quel prix? Alors mon ego sera satisfait parce que j'aurai enfin la paix, le calme, et il se taira, et enfin je pourrai commencer à travailler. Oui, mais il sera quand même toujours dans un coin de votre tête, et vous ne pourrez pas travailler sereinement. Donc, ce que je voulais dire par là, ce qui est important, c'est que si je fais référence à mon passé, si je vais mettre mes minutes pour voir un peu ce que j'ai écrit, et si j'ai de la nostalgie c'est quoi? C'est quelque chose que j'aimais bien dans mon passé, que j'ai envie de reproduire maintenant et qu'il continue dans la durée. Mais ça, par exemple, pour moi, quand j'ai commencé dans l'enseignement, ok, c'était pas le même enseignement qu'ont connu mes parents, mais c'était des belles années. Et sûrement que maintenant ce sont des belles années aussi, mais par rapport à ce que j'ai connu.
eh bien, j'ai une certaine nostalgie des élèves à qui on donnait 1, 2, 3 consignes en même temps, à qui on demandait le calme, et ils étaient bruyants, mais quand on le demandait, ben, il y avait une atténuation de ce calme et on pouvait de nouveau redonner cours. Il y avait un formatage éducationnel qui était totalement différent. Alors, c'est vrai que nous, normalement, nous devons enseigner. Enseigner, c'est notre métier, c'est donner aux enfants des savoirs pour qu'ils puissent les acquérir, les connaître et restituer pour avoir des compétences dans divers domaines. Et ici, ce que nous devons faire en plus, c'est éduquer parce que on ne peut pas dire que les parents ont lâché prise, mais la manière de faire n'est plus la même que ce qu'on a connu. Donc cette nostalgie qui s'installe. Et nous sommes désemparés par rapport à ça parce que les codes qu'utilisent les élèves ne correspondent pas à nos codes à nous. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il faire en sorte que les élèves adaptent nos codes, qui datent des années Get-up, ou nous devons nous adapter aux codes que les élèves nous envoient, sans pour autant les accepter tous. Mais en écoutant cette communication et en se disant, bon, soit je vais au conflit, au combat, et je veux les amener dans mon terrain en leur disant, hey, ici c'est comme ça, et tu ne changeras pas, et que dans toute sa vie extérieure, il vivra d'autres choses. Est-ce que j'ai raison de lui imposer ça? Question. Est-ce que j'ai raison de le laisser faire, de le laisser crier, de faire en sorte que comme il n'a pas les codes, eh ben, il ne sait pas ce qu'il doit faire, et donc, moi, mon but, c'est de l'enseigner, mais quand même d'éduquer, puisque je suis contraint et forcé de le faire maintenant, et je lui pose un cadre. Et dans le cadre que je lui pose, eh bien, de manière bienveillante, je fais en sorte qu'il ne bouge pas de ce cadre et qu'il reste dedans. Alors, il va se frotter au bord, et puis il sera ramené au milieu, mais je ferai ça avec amour de moi, sans haine, sans crispation et en bienveillance. Et c'est pour ça que je voulais aussi un petit peu vous parler de la collaboration et de la coopération et de la différence entre les deux. Mais avant ça, je voudrais également vous parler de l'instant présent. L'instant présent, c'est quoi? C'est ici et maintenant. Je ne fais pas référence à mon passé, à ma nostalgie. Je ne fais pas de projection de ce que je voudrais avoir. Ici et maintenant, je suis. Quel est le constat? Un gamin fait du bruit. J'ai énormément de travail. C'est chronophage, je dois préparer toutes mes leçons, je dois faire des interros, je dois certifier, j'ai pas le temps. Il y a tout ce qui se passe et que j'imagine. Mais tout ce que j'imagine n'est pas ici et maintenant. Bien sûr que imaginer c'est important, mais ici et maintenant, ça ne sert à rien. Ici et maintenant, j'ai une situation. Quelle est cette situation? On va en prendre une. Un enfant ne veut pas écouter ce que j'ai à lui dire et n'arrête pas de gémir, de faire du bruit, de faire son intéressant et de m'agacer. Ok. Donc, ce que fait l'enfant vous agace. Est-ce que c'est de sa faute si ça vous agace? Par rapport à votre nostalgie et ce que vous voudriez avoir, oui, ça ne correspond plus, donc c'est énervant. Mais est-ce que le gamin actuel, il peut quelque chose que dans le temps c'était autrement, que maintenant c'est différent et que lui, il vit sa vie comme on lui a dit qu'il fallait qu'il vive sa vie. Et nous, on nous a donné des codes, on nous a dit comment il fallait faire et on applique ces vieilles méthodes ici et maintenant. Et donc il y a conflit de génération, conflit de comportement, conflit d'intérêt. Et si je continue et je perpétue à vouloir avoir raison, eh bien je vais me confronter à ce gamin et je vais m'énerver, je vais m'épuiser parce qu'il va répéter encore et encore toujours ces mêmes schémas, cette boucle émotionnelle qu'il va me remettre parce que je n'ai pas solutionné son problème et que lui, il n'exprime pas il exprime de la colère, d'accord, mais ce qu'il exprime dans son mal-être, c'est son besoin. Donc, je dois aller à l'écoute de son besoin. Et quand je vais à l'écoute de son besoin, eh bien là, je peux commencer à savoir ce qu'il tracasse, ce qu'il dérange, ce que je peux faire pour atténuer ce besoin, cette peur, cette crainte, ce mal-être. Et si je fais ça, et que je vais vers lui, je lui pose la question, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh bien, je coopère. Et qu'est-ce qui se passe quand je coopère? Eh bien, je suis à l'écoute de ce qu'il est en train de me raconter. Et je sais que vous faites ça. J'ai pas de souci avec ça. Je dis juste que j'écoute ce qu'il me dit. Et le sentiment que j'en ai, c'est le lâcher-prise. Je vous ai dit, le lâcher-prise, c'est OK, je suis OK avec ce qui se passe. Je ne peux rien y changer, peut-être. Mais de par mon attitude, je vais pouvoir, en discutant avec le gamin, transformer la situation
déjà je l'écoute, déjà je le comprends, et je lui redonne une situation qui va lui permettre d'être responsable et de faire un choix. Et par rapport au choix qu'il va faire, évidemment, je vais lui donner deux choix. Ça, je vous expliquerai c'est un peu plus tard. Pourquoi deux choix? Parce que le cerveau, entre deux choix, il choisit toujours celui où il économise moins d'énergie. Et à ce moment-là, il prendra un de vos deux choix, parce que le cerveau est obligé de choisir entre les deux. Il ne sait pas faire autrement. Et vous l'amenez indirectement, vous le dirigez à ce que vous voulez, mais en lui donnant la proposition, en lui faisant faire quelque chose que vous voulez, tout en pensant pour lui qu'il est l'acteur de ce résultat. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez. Toujours pas. Ok. Alors, je voulais vous dire aussi ce qui se passe entre collaboration et coopération. Bonjour Elie. Alors, c'est quoi la collaboration? Eh bien, la collaboration, c'est faire ensemble un projet commun, mais qui n'est pas nécessairement lié dans le temps. Donc, je peux, par exemple, construire une voiture, je peux faire cette partie en Amérique, et puis elle vient en Europe et on fait une autre partie, et puis elle part en Chine et il y a de nouveau une partie qui est faite. Et donc, dans un temps où on ne travaille pas ensemble, les choses se suivent l'une derrière l'autre, le résultat sera terminé, mais on a chacun fait une partie, mais il n'y a pas d'unicité là entre eux. Et par contre, la coopération, c'est quoi? Coopérer, c'est opérer ensemble. Donc, c'est ensemble, on va fournir quelque chose. On va pouvoir soit éliminer quelque chose, soit construire quelque chose. Mais en même temps, en s'accordant, en s'unissant et en échangeant pour avoir éventuellement une surprise, un inattendu, que j'ai appris dernièrement, ça s'appelait la sérendipité. Et donc, c'est comme par exemple la tarte tatin. Hein, c'est inattendu, la pomme est tombée dans le four apparemment, et puis c'est devenu un dessert délicieux, et on ne s'y attendait pas, et c'est magnifique. Et ça, c'est parce que plusieurs sœurs ont créé quelque chose, elles ont coopéré, et de cette coopération est né quelque chose de nouveau. Et donc, avec vos élèves, eh bien, c'est un peu la même chose. Si je collabore avec eux, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont, je vais leur demander de faire une tâche, et cette tâche doit être exécutée, et on veille à ce que tout le monde exécute cette tâche pour la finalité. Par contre, si je coopère, eh bien, je suis obligé d'aller vers l'enfant. Je suis obligé de partager avec lui pour connaître ses besoins, pour faire en sorte qu'il évolue, pour faire en sorte qu'il va correspondre déjà à combler ses besoins, en répondant à mes attentes, et nous allons tous les deux, ou lui avec ses pairs, parce qu'on a fait un groupe de besoins, ou on a fait un groupe de niveau, ou peu importe, mais il va collaborer, et il va coopérer, et en coopérant, eh bien, il va pouvoir fournir un travail commun, avec des compréhensions, où lui va peut-être expliquer, où lui va être dans le besoin de comprendre, et après, quand lui va restituer aux autres, on sera certain qu'il aura compris, et à ce moment-là, notre coopération aura été bénéfique. L'enfant se sentira exister, les autres se sentiront, ou bien en l'ayant aidé, ou en participant à la tâche, eh bien, ça va faire une émulation. Alors oui, ça va peut-être faire du bruit, c'est vrai, mais si le prix est de pouvoir avancer dans son travail scolaire, je trouve ça génial. Alors, le bruit, parce qu'on n'a pas appris à nos enfants à chuchoter, donc si on leur apprend à chuchoter, si on impose le chuchotement, ils peuvent s'exprimer. Mais c'est parce qu'on ne leur apprend plus, maintenant ils apprennent à crier, ils parlent plus fort les uns que les autres, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de médias à la maison, enfin soit, ça c'est des suppositions, mais donc apprenons-leur également le murmure. Et le fait de pouvoir leur apprendre ça, déjà nous devons montrer l'exemple en murmurant, et je vous assure c'est très compliqué pour moi parce que je n'ai pas l'habitude, mais je le fais. Et quand je le fais, c'est vrai que c'est une autre dimension, c'est génial parce que les élèves sont obligés de prêter l'oreille. Et quand vous faites ça, vous remarquez qu'eux-mêmes murmurent entre eux, pour pas faire plus de bruit que vous, pour pas dépasser votre voix. Et c'est gratifiant, c'est génial. J'ai vraiment découvert ça et waouh, merci. Merci pour celui qui m'a enseigné ça parce que ça m'apporte énormément et ça permet d'atténuer vraiment le brouhaha dans la classe. Alors oui, il y a des moments bien sûr où ça monte et ça descend, c'est les montagnes russes, mais là c'est notre rôle, toujours en temps bienveillant, calme. On peut également, s'il y a trop de bruit dans la classe, vous pouvez utiliser comment on appelle ça, un machin à décibels, là, et vous avez un responsable qui vérifie si le taux de décibels est toujours
séant, et s'il ne l'est pas, ben, il fait un signe, il a un code, et tout le monde adhère à ce code, ou tout le monde peut voir ses décibels. Enfin, chacun peut participer, mais ça, c'est une limite à laquelle tout le monde participe, et où vous n'êtes pas obligé d'intervenir, parce que vous n'avez simplement qu'à montrer ça, et normalement, ben, les élèves connaissent le code, et vont se calmer automatiquement. Et si vous n'y arrivez pas, ben, essayez autre chose. Mais essayez, ne vous butez pas parce que ça ne fonctionne pas. Si vous essayez quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que le message est mal passé. Donc, recommencez. Il n'y a jamais d'échec. Pour moi, il n'y a plus d'échec. Avant, c'était horrible de faire des échecs, mais il n'y a pas d'échec. Il y a une manière de fonctionner qui n'est pas bonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recommence, mais autrement, pour trouver la bonne manière. Et à partir du moment où on aura la bonne manière, en coopérant avec nos élèves, parce qu'on fait en sorte qu'ils soient partie prenante, ben à ce moment-là, on va pouvoir collaborer ensemble et créer le résultat attendu qui va me permettre d'être en paix. Donc, vous voyez, c'est holistique, ça fait partie d'un tout. Excusez-moi, je regarde un peu. Laisse le choix et ensuite, ouais. Alors, est-ce que nous devons changer par rapport à tout? Je vous dis qu'il faut être en paix. Est-ce que ça manifeste en nous un changement radical? Est-ce que nous sommes obligés de changer de personnalité? Non. Non, on n'est pas obligé de changer de personnalité. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est, si je me laisse porter par mes émotions, elles sont super importantes. Il ne faut pas les négliger. Mais si je me laisse transporter par mes émotions, je vais être comme un animal. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez mon chien qui est ici à côté de moi, il a la joie. Quand il me voit arriver, il est tout fond. Ok. Quand je pars, il a de la tristesse. Enfin, je suppose qu'il en a. De temps en temps, quand je fais un bruit, il est surpris. Quand un autre chien ou un passant arrive, il est en colère. Il se manifeste. Qu'est-ce qu'on a encore comme la peur? Il a aussi, quand il y a un plus grand chien que lui, ou une vache qu'il ne connaît pas, ou enfin, soit, il peut avoir de la peur. Donc, vous voyez, tout ça sont des émotions que les animaux ont aussi. Donc, à ce niveau-là, nous sommes comme des animaux. La différence que nous avons avec eux, c'est que nous avons la conscience. La conscience nous permet de sortir de notre corps et de nous observer. Et si je m'observe, par exemple, j'ai déjà fait l'expérience, mais je dis à mon cerveau, bras en l'air, hop, et je le descends. C'est qui le chef? C'est mon cerveau ou c'est la conscience? Donc, je veux dire par là que si je m'observe en ayant cette émotion à l'intérieur de moi et que je remarque qu'il y a une émotion, eh bien, je peux vous dire, je ne suis pas cette émotion. Donc, je ne suis pas cette personnalité qui agit pour le moment, mais j'agis parce que j'ai un tas de codes, de croyances, de jugements, de critiques, enfin, j'ai un tas de choses qui m'appartiennent, que j'ai emmagasinées au fur et à mesure des années, parce qu'on m'a demandé, avec les codes qu'on m'a donnés, de correspondre à cette personne, et ouais, je suis cette personne jusqu'à ce que je m'en rende compte. Et donc, avant, j'étais timide. Est-ce que vous avez l'impression que je suis timide? Non. Donc, j'ai changé ma personnalité. Pourquoi? Parce que j'ai observé ma timidité. Je remarquais que j'avais une boule au ventre, des sueurs, mais waouh! Et c'était pas gai. Et donc, j'ai appris à gérer ça en les observant et en me disant, ah, là, je suis timide. Qu'est-ce que je peux faire pour vaincre ça? Je vais tenter de lever ma main. Et donc, je fais un exercice où je lève ma main. Alors, pour moi, c'était insurmontable. Les autres, ils ont rigolé peut-être, mais tant pis les autres. C'est moi qui incombe à ce moment-là. C'est ma survie, donc je dois gérer cette émotion pour oser lever ma main. Et qu'est-ce qui se passe? J'y arrive de plus en plus parce que en le faisant une fois, j'ai peut-être des ricanements, ok, mais je suis pas mort. Et puis je fais une deuxième fois et puis on me pose la question, waouh, de nouveau sueur, machin, mais ok, j'ai joué le jeu, je tente. Et donc, je trappe de plus en plus confiance. Et en attrapant de plus en plus confiance, eh bien, je change ma personnalité. Je deviens pas quelqu'un d'autre. Je suis toujours la même personne, mais avec d'autres codes, avec d'autres croyances. Et donc, j'évolue. J'évolue dans le sens que je voudrais avoir, plutôt que dans le sens qu'on m'a demandé d'être. Et en étant cette nouvelle personne, en la vivant à l'intérieur de moi, et en étant l'observateur qui a mis une nouvelle habitude, un nouveau concept, un nouveau code dans mon corps, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir le transporter avec moi. Donc ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on comprend les concepts. Ah ça, intelligent, on est tous.
on va dire 80-90%. Par contre, si je ne l'ai pas intégré avec mes émotions, avec mes expériences, alors à ce moment-là, je ne le pratiquerai pas. Je le ferai une fois de temps en temps quand j'en ai conscience, mais ce que je dois faire, c'est, il y a 4 phases dans l'apprentissage. Il y a l'incompétence inconsciente, c'est donc quelque chose que je ne sais pas que je fais ou que je ne sais pas comment faire, par exemple rouler en voiture. Et puis je prends conscience de cette incompétence. Rouler en voiture, c'est compliqué, parce qu'il faut mettre le clignotant, waouh, c'est vraiment pas évident. Et puis j'ai la compétence consciente, donc je me concentre vraiment pour mettre le clignotant en même temps que j'embraye, puis j'accélère en passant la vitesse et en regardant dans le rétroviseur. Pouh, ça c'est compliqué, mon cerveau il doit faire 5 choses en même temps, c'est pas possible. Et de cette compétence consciente, j'attrape une compétence inconsciente à force de répéter 5000 fois, et à ce moment-là, je peux rouler en voiture, je peux discuter, téléphoner, fumer, écrire, je peux faire plein de choses en même temps, mon cerveau me ramènera à la maison, même si je pense à autre chose. Et ça, c'est une compétence inconsciente. Et si je parviens à percevoir que je suis timide et que je vois cette timidité, parce que je la conscientise, je l'observe, je peux la transformer. Ça va être difficile puisque ça devient une incompétence consciente que je transforme en compétence consciente. Et là, je me bats contre mon cerveau pour lui imposer une nouvelle manière de faire. Et lui, il veut pas. Ça ne l'intéresse pas parce que c'est chronophage. Ça bouffe énormément d'énergie et mon cerveau est conçu pour aller à l'essentiel. Donc c'est compliqué. Donc ce que je dois faire, c'est continuer encore et encore pour transformer cette compétence consciente en compétence inconsciente. Et voilà tout le schéma. Et donc c'est pourquoi je ne sais pas changer comme ça, me transformer en un coup de baguette magique, parce que je dois passer de la compréhension mentale à l'intégration physique, interne, émotionnelle. Et à ce moment-là, elles sont dans mes poches. Et quand je parle à quelqu'un, eh bien, tout ça fait partie de moi. Et donc, cette paix intérieure, elle est là. Comme j'expliquais au début, si je cherche la paix, je ne l'aurai pas, mais si je vis la paix à l'intérieur de moi, je pourrais la transmettre beaucoup plus facilement. Et quand je sens que je ne suis plus en paix, à moi de me remettre en paix directement pour éviter les conflits. Et éviter les conflits, c'est pas fuir, c'est les accueillir, mais se dire, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, j'ai pas envie de rentrer dans le jeu de la confrontation, mais par contre, je vais proposer autre chose. Parce que quand je suis calme, j'ai plein de possibilités qui arrivent. Quand je suis dans l'énervement et dans mon émotion, il n'y a qu'une seule solution, c'est celle que j'ai utilisée à un moment, qui va m'être restituée parce que mon cerveau est conçu comme ça, et c'est une situation plus ou moins similaire à ce qui se présente maintenant, et je vais proposer un geste final qui va aboutir à ce que je connais déjà. Et ça, on n'évolue pas quand on fait ça. Par contre, si je reste zen et que j'accueille cette attitude qui me dérange et que je réponds différemment en étant en paix, je vais avoir plein de possibilités, je vais poser un acte et je vais observer ce qui va se passer. Et c'est là que vient la sérendipité, c'est là que vient la synchronicité, peu importe, mais à ce moment-là, je vais obtenir un résultat nouveau. Et c'est cette nouveauté, si je l'aperçois, si je l'analyse, qui va me permettre d'évoluer, d'avancer, de changer les résultats et de transformer mon environnement, de le voir différemment. Et là, je deviens cohérent avec ma paix et avec ce que je reçois. Voilà un peu de manière holistique ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc merci pour votre écoute, c'était génial. Je vais encore vous partager le fait que je vais faire des ateliers. Ce sera dans le courant je pense que c'est le mardi 23 avril. Je vais proposer des ateliers qui vont nous permettre justement de travailler cette paix intérieure, de faire tout le processus que je viens de vous expliquer, qui va vous permettre de pouvoir vraiment être maître de vos émotions, gérer vos émotions. J'aime pas trop parce qu'une émotion nous traverse et je l'analyse. Si elle reste en moi et qu'elle véhicule un comportement, alors à ce moment-là, je ne suis plus dans la maîtrise, je ne suis plus dans l'instant présent. Mais si je l'observe, que je l'utilise pour me permettre d'avoir cette paix, qu'elle vient un petit peu chatouiller, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir transformer ce résultat. Et c'est ça que je voudrais vous apprendre pendant les ateliers qui vont durer, je pense, 3 heures, et où je vous attends nombreux pour vous partager cela avec plaisir. Donc, merci à vous, merci de m'avoir écouté, et au plaisir de vous avoir sur le site, de me poser des questions, et de pouvoir collaborer avec vous, vraiment avec plaisir, parce que ça me fait, j'adore aider, j'adore partager, et je n'attends que ça, donc n'hésitez pas.
Merci, belle journée. Au revoir. Ah, bonjour Geneviève.